Nous allons étudier le DAF Mem Zain dans Masechet Gittin. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du DAF Mem Vav Amud Bet. Nous rappelons le sujet étudié, la Mishnah qui disait que un homme qui s'est vendu lui-même et ses enfants à des non-juifs, on ne doit pas leur acheter. La Gemara avait précisé que c'était lorsque cette personne-là l'avait fait à 3 reprises. Il s'est vendu, on l'a racheté. Il s'est vendu, on l'a racheté. Il s'est vendu une troisième fois. À ce moment-là, on ne le rachète plus. Et dans ce genre de halachot, on rapporte une histoire. Haougavra, donc l'avant-dernière ligne du Daf Mem Vav Amud Bet. Haougavra des avis nafshé le Loudaé. C'est un homme qui s'est vendu au Loudaé. Alors Loudaé, c'était un peuple de l'autre qui était assez violent, voire cannibale, comme on verra dans la suite. À Telegambe de Rabbi Ami, il est venu voir Rabbi Ami en lui disant à Marley, il lui a dit Pirkan, libère-moi. À Marley, il lui a dit Tnan amcher asmoet banav. Donc dès qu'on Rabbi Ami podinoto, aval podimet banav, tabani mishum kilkula, ekol shekanacha, dikakatala. Donc il lui a cité la Mishnah, il lui a dit c'est marqué qu'on ne libère pas un homme qui s'est vendu, mais on libère ses enfants à cause du kilkul. Du fait que les enfants, si on ne les libère pas, ils vont rester avec des non-juifs et s'oublier complètement et oublier leur judaïsme. Donc il a fait ici un kalvachomer. Si déjà on libère les enfants, même s'ils ont été vendus 3 fois, pour justement éviter qu'ils oublient le judaïsme, a fortiori toi, qui est en danger de mort, et donc je dois te sauver. En sachant que les commentaires posent la question qu'en général on dit que c'est pire de faire fauter quelqu'un que de le tuer. Donc en quoi ici il y a un kalvachomer? En tout cas pour l'instant, au niveau halakha et maaseh, au niveau de l'effort que l'on doit faire, on doit faire encore plus d'efforts pour quelqu'un qui est en danger de mort que pour quelqu'un qui est en danger au niveau de la yahadout, au niveau du judaïsme. Amroulé Rabbanan et Rabbi Ami, Rabbi Ami qui donc s'apprêtait à libérer ce bonhomme. Les Chachamim, on dit à Rabbi Ami, Ha Yisraël Moumarou, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce type-là, c'est un juif qui est moumar, c'est-à-dire qu'il transgresse toute la Torah de manière volontaire. Des kachazoulé, des kachine vélo, tout très faute. On l'a vu manger pas cachère et bafouer la Torah. Amalou, il aurait répondu, il m'a été avant ou des kachis. Il dit, mais oui, mais ok, il transgresse la Torah. Mais peut-être qu'il le fait simplement parce que il a trop d'envie, trop de désir, trop de pulsions et qu'il ne sait pas se contrôler et que c'est pas à ce moment-là un Israël Moumar que l'on ne doit pas sauver. Celui qu'on ne doit pas sauver, c'est celui qui le fait vraiment par comment dire, par philosophie de vie, de vraiment contredire Akadosh Baruch Hu, contredire la Torah. Amoulé lui ont répondu Ve'azimni de Ika etera ve'isura kame, ve'shavik etera ve'achilisura. Non, c'est pas vrai. On l'a déjà vu parfois avoir 2 nourritures devant lui, identiques. Une nourriture cachère, une nourriture non cachère, de la même qualité. Et on l'a vu choisir exprès la nourriture non cachère. Donc on sait qu'ici, il ne transgresse pas la Torah l'été avon parce que son corps le lui demande et qu'il l'écoute, mais parce que il le fait les achais simplement pour s'opposer à Kadosh Baruch Hu, et lui il ne faut pas le sauver. Amarlé, il lui a répondu Rabbi Ami à cette personne-là, Zil lo kashavke li defrekinach, va-t'en, il ne me laisse pas te libérer. Intéressant que Rabbi Ami, dans sa réponse, n'a pas l'air d'être forcément persuadé parce que disent les sages, il a l'air de dire qu'il ne me laisse pas le faire, comme si s'il était seul il pouvait le faire, mais en tout cas, au final on n'a pas racheté, on apprend que celui qui est donc moumar, les achais, ici, ne doit pas être racheté. L'Agma va enchaîner sur une histoire avec Resh Lakish, avec les Loudaï qu'on a parlé, des gens de l'autre, justement, qui étaient assez violents, voire cannibales. On va rapporter l'histoire de Resh Lakish. Alors, l'histoire de Resh Lakish est assez étonnante, parce que Resh Lakish va se vendre. Resh Lakish, Zabin Nafshé les Loudaï. Il s'est vendu aux Loudaïm. Alors, cette partie de l'histoire est déjà difficile. Tosfot dit que c'est la vie de Resh Lakish, la vie, L-A, plus loin, V-I-E, de Resh Lakish, avant qu'il fasse Tchouva. On sait très bien que Resh Lakish a rencontré Rabbi Yochanan, et que c'est la rencontre avec Rabbi Yochanan qui l'a fait revenir dans le giron de la Torah. Donc, déjà le fait qu'il se soit vendu, et la suite de l'histoire a l'air de dire selon Tosfot que ça s'est passé avant qu'il fasse Tchouva. Selon certains, toute cette histoire-là est un machal. Le Khatam Sofa dit que c'est un machal. En tout cas, on va étudier cette histoire. Il s'est vendu au Loudaïm. Shakal Ba'adechaita, Vigulgalta, il est parti avec un petit, comme une sorte de petit sac, de petit porte-monnaie de l'époque, de petits sacs dans lesquels il y avait une grosse pierre dedans. Amar Gmired et Yomabatra, Kol Deva Eminayu Avdele. Moi je sais que quand ils attrapent quelqu'un et qu'ils veulent l'exécuter, ils ont un minag, c'est qu'on accorde la dernière volonté à celui qui va être tué. Qui est Delichou Ladme, pour que son sang soit. Alors il y a plusieurs sens ici qui disent que c'est pour que le sang soit pardonné,
Alors justement, il y en a qui disent que c'est parce que comme ils vont tuer, ils veulent être pardonnés du meurtre, il y en a qui disent que c'est parce qu'ils veulent consommer le corps de la personne et que du coup ils veulent que le sang ait un goût différent et que le sang aurait un goût différent si la personne a eu ce qu'elle voulait avant de mourir. Quoi qu'il arrive, il avait cette idée en tête. Donc il s'est vendu avec cette petite pierre qu'il avait dans le sac. Et lorsque Yoma Batra Mourlé, le dernier jour, ils lui ont dit Manichalach, que souhaites-tu? Que souhaiterais-tu? Amalou, il leur a répondu Baina, Akam Tinchou, Vodinchou. Ce que je veux, c'est que je vais vous mettre à un endroit, je vais vous attacher. Kolchad Minaichou, Amhaye Haïta ou Palga. Et je vais vous donner un coup et demi à chacun. Kamtinu Vodinu, donc ils ont accepté, il les a attachés. Kolchad Minaihu, Kamahye Had Haïta. Chacun, il leur a donné un coup. Nafak Nishmate. Alors, si au sens premier, leur âme est sortie, mais on voit que non, parce qu'ils étaient vivants, c'est-à-dire qu'ils ont été plus ou moins étourdis par le coup. Harkin et les Chinés, mais ils avaient encore comme ça une sorte de sourire, de rictus, mais qui était en fait lié à la souffrance et à l'étourdissement. Amalé leur a répondu Ah, Haukeka, Mechechat Bi, vous vous moquez de moi en plus. Akti Pashlach, Gabe Palga de Haïta, il me reste encore un demi-ko à vous donner. Et il les a achevés. Katlinu Kunu, il les a tous achevés. Nafak Veata, et il est rentré chez lui. Voilà, ça, l'Agmara, une histoire assez difficile à comprendre. Et l'Agmara enchaîne sur la vie de Resh Lakish. Et là, ici, la vie de Resh Lakish a l'air d'être sa vie, même jusqu'à la fin de sa vie. Là aussi, il faut comprendre exactement ce que l'on apprend. Yativ, Ka'achid, Veshate. Resh Lakish, il mangeait, il buvait, il consommait tout ce qu'il avait. Tout l'argent qu'il avait, il le consommait. Amrale Barate, sa fille lui a dit Lo ba'it midi les misgar ale. Il lui dit Mais dis-moi, tu n'as pas envie de garder un petit oreiller pour dormir dessus, c'est-à-dire que tu ne veux pas garder un petit argent de précaution, une petite économie. Amala lui a dit Biti, Kresi, Kari. Mon oreiller, mon coussin pour me protéger, c'est mon ventre. Je mange et j'investis dedans. Kinar Nafshe Shava Kaba de Morika. Au moment où il était en train de mourir, il a laissé une quantité d'un cave de Morika. Morika, c'est une épice, c'est carcom, c'est une épice de l'époque, jaune comme ça. Et malgré le fait qu'il ait laissé si peu à ses enfants, Kara Nafshe, il a dit à son propos, il a cité un verset dans Tehillim, qui dit là-bas, Ve'azvul achirim helam, que l'idiot, yahad kesil uva'a yovedu, ve'azvul achirim helam. L'idiot, il laisse pour les autres le fruit de ses guerres et de son travail. Donc c'était une manière de, finalement, même regretter d'avoir laissé cette quantité-là, ce cave d'épices à ses enfants. Donc il avait l'air de dire, plus ou moins, qu'il fallait profiter de ce qu'on avait. Alors, il se peut que la raison soit un peu plus profonde que cela, c'est qu'il ne voulait pas justement que il perd du temps pour son étude, il y en a certains qui veulent dire ça, qu'il perd du temps pour son étude pour quelque chose qui finalement ne sert pas à sa vie dans ce monde-ci, donc il voulait sinon prendre le minimum et le reste le concentrer sur la voie d'attaché. Nouvelle Mishnah, Mochet Sadeu Leovet Kochavim, celui qui vend son terrain en Eretz Israël à un non-juif qui encore une fois a fait un interdit, car on n'a pas le droit de vendre ce champ-là à un non-juif. Lokeach Umevi Mimino Bikurim, il doit apporter tout de même des bikurim. Les bikurim, donc c'est les prémices des fruits. Et chaque année, il doit aller voir le Orvet Kochavim, lui racheter les prémices et apporter les bikurim au Beit HaMikdash et lire les fameux psukim. Enfin, on verra justement s'il faut les lire ou pas. Mais en tout cas, les bikurim, c'est celui qui a un champ, il prend les prémices des fruits, il les apporte au Beit HaMikdash et le Kohen lui fait balancer les fruits, le panier qu'il a dans les mains, et il dit à ce moment-là les psukim, Arami Ovedavi, qui rapporte l'histoire de Yaakov très rapidement et des Hébreux en Mitzraïm. Et à ce moment-là, on a fait la mitzvah de Bikurim. En tout cas, pourquoi il faut, même si on a vendu à un non-juif, il faut toujours racheter les fruits pour faire la mitzvah de Bikurim, Mipine Tikkun Haolam, pour le Tikkun Haolam. Encore une fois, c'est on va dire l'utilité publique, c'est toujours cette expression qui revient. Maintenant, justement, à cause de cette Mishnah, la Gemara se pose une question. Est-ce que lorsque l'on vend un champ à un non-juif, la vente est totale, acceptée totalement ou pas? On n'a pas le droit de le faire. Mais quel est le statut de cette vente? Est-ce que la vente est totalement actée et à ce moment-là, le champ n'appartient plus du tout à un juif à tel point qu'il n'y a plus de maaser, il n'y a plus d'obligation de prélever le maaser ou les bikurim? Ou est-ce que la vente n'est que partielle, c'est-à-dire que le non-juif a un droit d'utilisation du terrain, mais il n'empêche que le fond du terrain, l'essentiel, appartient encore à un juif et donc il y a des misotes de maaser et de bikurim? C'est la question, c'est Marloquet, ici Rabat et Rabbi Lazar, que l'on suivra tout le daf. Maraba, Rabba nous dit même si moi je pense qu'on ne peut pas faire acquérir à un non-juif un terrain à tel point qu'il perde son obligation de prélever le maaser, et de manière générale,
ce qui est lié à la terre, au niveau de la lachot. Chez Neymar, dont on le sait, donc Kili haaretz. Donc il va dans Vaikra, que la terre est à moi, que je dit. C'est quoi qu'elle est à lui? Lig Dushat haaretz. Que la terre, la Gdusha, la sainteté d'Eretz Israël lui appartient, et ça n'est pas à nous de pouvoir enlever cette sainteté et les halachot qui sont liés. Mais par contre, le non-juif acquiert totalement le terrain pour en faire ce qu'il veut. Donc il peut creuser, il peut construire, il peut détruire le terrain, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Chez Neymar, on sait que Hachem, il a gardé les cieux. Ve'aretz, c'est la terre. Nathan Livne Adam, il l'a donné aux hommes. Donc pour l'instant, première logique de Rabat, qui pense que la vente d'un terrain à un non-juif en Eretz Israël est une vente qui lui donne tous les droits au niveau de l'utilisation du terrain, au niveau des travaux, au niveau des récoltes et tout, mais il n'empêche que la Kedusha, la sainteté, qui entraîne des halachot comme le Maaseh et le Bikurim, a priori, ne sera pas modifiée, car cette Kedusha ne nous appartient pas à nous, elle appartient à Hachem, donc on ne peut pas la donner ou s'en débarrasser par une vente. Et Rabbi Lazar, Rabbi Lazar n'est pas d'accord. Afalpi, chez Eshkin, ici aussi marloquette, Amoraim, c'est pas Rabbi Lazar le Tana, c'est Rabbi Lazar l'Amora. Afalpi, chez Eshkin, Norvet Kochavim, Be'eretz Ralev, Kamide Maaser. Lui, c'est l'inverse. Même si un non-juif, lorsqu'il achète un terrain, il peut justement, par l'acquisition de ce terrain, dédouaner le terrain de l'obligation de Maaser. Chez Neymar, comme c'est marqué, Maasar Deganecha. Le Maasar, c'est le Maasar Deganecha de ton blé, de ta récolte. Vélo Degan de Kochavim. Le fait qu'on ait dit de ta récolte, c'est pas Maasar Dagan. On aurait pu dire le Maaser du blé, le Maaser de la récolte. Pourquoi on dit le Maaser de ta récolte? C'est la tienne et pas celle du non-juif. Alors, du non-juif qui en Khousaret, c'est évident. Du non-juif qui en est Israël. Le Degan de Kochavim. Aval Enkinya de Kochavim vers Israël, l'Arpor Baborot, Shichin, Umervot, Shinema, la Shemaret. Lui, il pense que c'est l'inverse du coup. Mais par contre, les non-juifs ne peuvent pas, quand ils achètent un terrain, faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est marqué Lachem Haaretz. Il y a un passage qui dit que la terre est Akadosh Baruch Hu. Justement, on a plusieurs ici compréhensions de ces psukim. En tout cas, on a deux avis intéressants qui sont diamétralement opposés. Ils auraient pu ne discuter que par rapport au Maaser. Et un pensait que le Maaser s'acquiert, disparaît et l'autre ne disparaît pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la marloquette aussi opposée par rapport au droit que le non-juif a de creuser, de faire ce qu'il veut sur le terrain. Donc, selon Rabat, l'achat du non-juif ne modifie rien au niveau du Maaser et des prélèvements, mais par contre, lui donne un droit total au niveau de l'utilisation. Et Rabbi Lazar pense que c'est exactement l'inverse. Il n'a aucun droit au niveau de l'utilisation, il ne peut pas creuser ni rien. La terre appartient toujours à Kadosh Baruch Hu, il peut pas. Mais par contre, le Maaser, les prélèvements, il s'en est débarrassé. Parce que le Maaser, nous dit ici Rabbi Lazar, n'est pas lié réellement qu'à la Kedusha, mais il est lié à la récolte. Et la récolte a été vendue. C'est Maaser Deganecha, c'est le Maaser du Dagan de la récolte et donc de la tienne. Alors, il y en a qui ont eu plagué. Quelle est l'origine de leur discussion? Masava Deganecha, Velo Degan de Kochavi. On a vu que l'avis numéro 2, Rabbi Lazar, il pensait que c'était Dagan, la récolte. Ta récolte est pas celle du non-juif. Ou Marsava, Digunecha, Velo Digun de Kochavim. Ça vient sur là-bas, non pas la récolte qui appartient à un non-juif, mais la récolte qui à un moment donné a été le fait qu'on ait fini de préparer les épis de blé et que ce soit un non-juif qui ait fait la fin de ces mélachot-là, à ce moment-là, c'est là qu'il n'y a pas le chiyuv du Maaser, mais donc du coup ça n'exclut pas le cas où on a vendu un terrain à un non-juif. Donc on reste avec cette marque-là, Rabbi Lazar, est-ce que le terrain, lorsqu'il est vendu, il perd ses obligations de Maaser et en général des misotes qui sont plus baretz ou pas? Ça c'est la question de Rabba et Rabbi Lazar. Et la Gemara va essayer de rapporter des preuves pour l'un et pour l'autre. Et à un moment donné, utilisera notre Mishnah qui parle de Bikurim, celui qui vend son terrain pour les Bikurim, on a dit, qui vend son terrain à un non-juif, il doit apporter des Bikurim. Et c'est la raison pour laquelle, comme cette Mishnah va nous permettre éventuellement de répondre à notre question, c'est la raison pour laquelle on a rapporté cette marque-là. Rabba, Rabbi Lazar, est-ce que la vente à un non-juif enlève l'obligation du Maaser ou pas? Amar Rabba se justifie. Mena minala, d'où je sais ça? Dites-nous, c'est une Mishnah. Aleket ve'ashicha ve'apea, shalove kochavim, chavim b'maaser, elemken hivkir. Leket, shicha, opea. Leket, shicha, opea, ce sont les trois parties d'un champ qui sont laissées aux pauvres. Leket, shicha, c'est ce qui est tombé, ce qu'on a oublié lorsqu'on a ramassé les épis de blé qu'on a laissé derrière nous. Pea, c'est le coin du champ qu'on doit laisser. Donc, c'est les parties de la récolte qui sont pour les pauvres. Ces parties-là, qui appartiennent à un non-juif, sont chavim et maaser, doivent être prélevés
sauf si on se dépossède de la chose. Alors du coup, ici, on a un problème. C'est qu'on a ces parties de la récolte qui ont l'air d'appartenir à un non-juif. On dit chez l'Orvekochavim. Après, on parle de Maaser. Qui doit prendre le Maaser? C'est que c'est un juif qui le possède. Donc la question ici, c'est comment il peut appartenir à un non-juif et à un juif. Et finalement, on a deux possibilités. Soit c'est une récolte d'un non-juif qui a laissé un coin, qui respecte la halachot, qui en est Israël, donc même s'il n'est pas obligé, hein, il a laissé un coin, ce qu'il a laissé tomber, il a laissé par terre, et c'est le non-juif qui ramasse. Donc c'est le leket du non-juif, mais ramassé par un juif, et c'est à lui qu'on dirait tu es chayav du maaser, sauf si tu te dépossèdes de la chose. Ou est-ce que c'est l'inverse? C'est un juif qui a la récolte, qui a laissé leket shicha ou pa, c'est parti là pour les pauvres, c'est un non-juif qui a ramassé, et à ce moment-là, on dirait que le juif, il faut qu'il aille tout de même prélever le maaser sur cette partie-là que le non-juif aurait prise. C'est la question. Elle m'a dit, Echidame, comment veux-tu imaginer ce cas? Il est madé Israël, si tu dis que c'est la récolte d'un juif, donc c'est le champ d'un juif en Israël. Il a laissé des parties, c'est le non-juif qui a ramassé ces parties-là. Et on a dit quoi? Il faudrait prendre le maaser, prélever le maaser nous, sauf si on est mafkir, sauf si on se dépossède. Mais attends, mais les keshira OPA, c'est les coins justement qu'on est mafkir pour les pauvres. Donc ça peut pas être ça. Et là, de Kochavim, l'électron d'Israël. Donc c'est forcément l'autre possibilité, c'est-à-dire que c'est le terrain d'un non-juif qui a laissé des coins, et ces coins-là ont été utilisés par un juif qui a ramassé ces épis-là, et sur ces épis-là qu'il a ramassés, il est chayav du maaser. L'électron d'Israël. Et donc tu vois bien que quoi? Qu'on est chayav du maaser, sauf si on rend efker. Tamad efkir, alors efkir, chayav. Et donc on aurait la preuve qu'un terrain qui appartient à un non-juif en Israël, et donc qui a été acheté à un juif, ce non-juif a un terrain, et que moi je me retrouve à prendre une partie de sa récolte parce qu'il a laissé un coin, parce qu'il a oublié de ramasser certains épis, et que je ramasse, moi le juif, je suis chayav de prélever le maaser. Si je suis chayav de prélever le maaser, c'est que le terrain qui appartient à ce non-juif, même s'il était acheté par ce non-juif, continue d'être un terrain, une récolte qui est chayav de maaser. Même si je ne suis pas moi-même le propriétaire, je vais récolter finalement, moi, un fruit ou un épi de blé d'une récolte qui n'a pas été prélevée. Donc on voit bien qu'il faut prélever. Ça, c'est la preuve de Rabat qu'il y a justement le maaser. On m'a dit, l'Orlam d'Israël, non, tu n'es pas obligé de dire ça. Reviens sur l'autre possibilité, l'autre éventualité, c'est quoi? C'est un champ qui appartient à un juif, il a laissé le coin, et il a été mafkir, après on a dit qu'on s'en débarrasse, et c'est le non-juif qui a ramassé. Au lieu que ce soit un pauvre juif, c'est un pauvre non-juif. Et on a dit qu'il faudrait prendre le maaser, prélever le maaser sur cette partie-là qu'il a pris, sauf si on est mafkir. On avait dit, mais c'est pas possible, on est déjà mafkir, parce que c'est les quêtes chez Chaopéa. Les kinov des Kochavim ou des Kamart. Est-ce que tu m'as dit, ah, mafkere kaime, c'est déjà AFK? Je veux dire, pourquoi non? Parce que n'est des mafkere adata d'Israël. Parce que quand on est mafkir, la Torah nous demande de laisser ça pour un juif pauvre. Et donc le FKR, c'est un FKR qui n'est pas pour toute l'humanité, mais qui est un FKR pour les pauvres juifs. Et du coup, il n'est pas FKR pour ce non-juif-là, ce qui veut dire que ce non-juif-là, il n'a pas réellement pris possession de la chose que dans ma tête, je n'avais pas prévu de le laisser libre éventuellement à ce type de personne. Et donc, il ne l'a pas acquis. Comme il ne l'a pas acquis, il est encore à moi. Et donc, je dois prélever le maaser. Sauf si je suis mafkir, mais cette fois une seconde fois. Je suis mafkir au départ pour les juifs, comme toutes les keshira Chaopéa. Lorsque je vois qu'exceptionnellement c'est un non-juif qui a pris, je refais un second FKR pour tout le monde. Adata dove kochavim, mafkir en général, on n'est pas mafkir pour les non-juifs. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut être mafkir une seconde fois ou prélever le maaser. Donc, on n'a pas de preuve de cette braïta là-bas, de cette Mishnah, qui finalement peut être lue de deux manières. On essaie encore une fois de prouver, ici cette fois comme Rabbi Lazar, que finalement il n'y a plus de maaser une fois qu'on a vendu à un non-juif. Tashma Israël chez la 4 Sedemo avec Kochavim, Ad Shelo Ivi Ashlish. On a un Israël ici qui a acheté un champ à un non-juif, en Eretz Israël, qui n'est pas, et la récolte n'a pas encore amené, n'est pas arrivé encore au tiers de sa maturité. Et c'est le tiers de la maturité qui est importante. Vechaza umcharalo mishevi ashlish. Donc on a ici un terrain qui appartient à un non-juif. Ce terrain qui appartient à un non-juif, juste avant que la récolte arrive au tiers de son évolution, le juif l'achète. Il l'achète, il la garde le temps que la récolte passe de un peu moins de un tiers de sa maturation jusqu'à plus de un tiers. Une fois qu'il a dépassé le un tiers,
il le revend au même non-juif, on dit quoi? Chayav de maaser. Le juif doit prélever le maaser. Pourquoi? C'est pour nous apprendre que finalement le chiyuv de maaser commence et se détermine au moment où la récolte passe le tiers de sa maturation. Et là, on nous dit, chayav de maaser, shekva nitraiva in, lo nitraiva lo. Tu vois bien ici que si on nous dit que c'est parce qu'il a possédé la récolte pendant cette période-là, donc il était avant au non-juif, il est après au non-juif, mais comme le juif l'a possédé pendant cette période-là, on voit qu'il est chayav. Machma que quoi? Que si il n'avait pas acheté pendant cette période-là, s'il avait acheté avant, s'il avait vendu avant ou que racheté après, on voit qu'il n'aurait pas été chayav. Or, selon Rabat, Mazem Shane, qu'est-ce que ça change qu'il l'ait acheté à un moment ou à un autre, puisque dans tous les cas, que le terrain appartienne à un non-juif ou à un juif, c'est la récolte qui est chayavé de maaser. Encore une fois, on a ces deux visions. Est-ce que lorsque le terrain appartient à un non-juif, il y a encore le maaser ou pas le maaser? Selon Rabat, où il y a encore le maaser, qu'est-ce que ça peut nous faire? Que le terrain du non-juif ait été acheté par le juif au moment déterminant pour le maaser. Puisque quoi qu'il arrive, même s'il appartenait à un non-juif pendant cette période, on a dit que selon Rabat, un terrain appartenant à un non-juif rêve de maaser. Donc c'est une preuve, comme Rabbi Lazare, que c'est des ganecha, que la récolte, le maaser, il est lié à l'appartenance de la récolte. C'est celui, lorsque celui qui possède la récolte est juif, des ganecha, à ce moment-là, il y a le chiyuv du maaser, mais pas le terrain. Ma répondant à Chabema Askina, c'est pas une preuve. Besouria. On parle ici d'un terrain particulier, c'est Souria. Souria, c'est ces fameuses régions qui correspondent plus ou moins à une partie de la Syrie, on va dire, qui a été conquise par David Ameler et qu'on appelle Kivush Achid. Vous savez savoir Kivush Achid, le chemin Kivush. Kivush Achid parce qu'il n'a pas demandé à tout le monde de faire cette guerre et c'était pas une guerre qui était pour le besoin du peuple, mais c'était une guerre qui était pour le besoin, on va dire, du roi et de l'État. Et donc, ça s'appelle Kivush Achid comme si c'était une conquête personnelle. Ce qui veut dire que Souria n'a pas le statut halachique Minatora comme étant Eretz Israël. Il y a certaines conquêtes qui dépassent même Eretz Israël de base, qui peuvent être assimilées à Eretz Israël, mais lorsque ici c'est un Kivush Achid, une conquête considérée comme une conquête personnelle, ça ne rentre pas là-dedans. Donc du coup, Souria, Minatora, c'est pas Eretz Israël, mais Mideraban on est Mahmir comme si c'était Eretz Israël. Et donc du coup la Gemara répond, cette fameuse Braïta là-bas est un cas où ça se passe en Souria, et comme c'est en Souria, il est vrai que normalement on doit prélever le maaser à la fois en Israël et à la fois en Souria. Simplement, je peux très bien moi te dire, Rabat, que quand le terrain est acheté par un non-juif en Eretz Israël, il faut réellement prélever le maaser. Lorsque par contre il a été acheté par un non-juif en Souria, puisque déjà le fait de prélever pour un juif en Souria, c'est que Midera Banan, et bien du coup, on n'a pas fait cette xéra dans le cas où le non-juif a racheté. Donc encore une fois, on n'a pas de preuve, ni pour l'un, ni pour l'autre. Tâchement encore une fois une preuve pour Rabbi Lazare. La preuve encore une fois pour Rabbi Lazare, que lorsque un non-juif rachète un terrain en Eretz Israël, il n'y a plus de maaser. Alors que Rabat pense qu'on garde le chiyuv de maaser. Israël va avec Kochavim chez la Crous Sadeh Beshut Afout. Un juif et un goy qui ont acheté un terrain en Eretz Israël, Beshut Fout en association. Ils sont les deux associés 50-50. Ici on a deux avis. Tevel vecholin meoravin zebazé divrei Rabbi. Nous avons finalement dans chacun des aliments à la fois du tevel, à la fois du cholin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune partie de la récolte avant prélèvement qui est consommable. Pourtant, il y en a un qui possède 50%. Le 50%, Rabbi pense que les 50% de chacun sont impossibles à dissocier. C'est totalement homogène et du coup, on ne peut rien consommer. Ça, c'est le premier avis. Rashbag pense, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, chez l'Orvel Kochavim, Patour, chez Israël, Chayav. Lui dit non, c'est pas vrai. À la fin de la récolte, qu'est-ce qu'on fait? On sépare le blé, non? On a 2 tonnes de blé, 1 tonne pour le non-juif, 1 tonne pour le juif. Si moi je vais voir le non-juif, je peux consommer la tonne qu'il a. C'est pas considéré comme TV, il n'y a aucun problème, c'est Choulin. Elle m'a dit, on voit bien en tout cas que la discussion, ça a d'être quoi? Ça a d'être, est-ce qu'il y a Brera ou pas Brera? On a déjà parlé plusieurs fois de ce sujet. C'est au moment où on fait la récolte, tout est mélangé. Quand on a un champ, on ne sait pas quel grain va appartenir à l'un ou à l'autre. Et la question est-ce que le fait que, normalement on a dit que le chiyuv du maaser, l'obligation du maaser, démarre au moment où la récolte arrive à un tiers. Au moment où la récolte arrive à un tiers de sa maturité, on n'a pas déterminé quel grain appartient à monsieur et quel grain appartient à l'autre. Donc, nous dit Rabbi, puisqu'au moment où le chiyuv commence, on ne sait pas qui appartient à qui, tout est mélangé.
Vient Rabban Jean Ben Gamliel, il dit non, puisqu'à la fin, on va les séparer, c'est comme si c'était Brera, c'est-à-dire qu'Idbarer, cela montre a posteriori que finalement, dès le départ, il y avait une partie qui était à l'un, une partie à l'autre, comme si ça permettait de séparer depuis le départ. Et du coup, on voit qu'il y a une différence entre Rabbi et Rashbag. Et la Gemara nous dit Akan obligé, qu'il a des Marsavariyesh Brera, ou Marsavar en Brera. La discussion n'est là de porter que sur est-ce qu'il y a Brera, pas Brera. Selon Rashbag, il y a Brera. C'est-à-dire que le fait de séparer plus tard la récolte donne le statut à la riz comme si c'était séparé depuis le départ, comme si finalement il y avait eu deux champs, ce qui n'est pas le cas. Et selon Rabbi, on ne dit pas Brera. Comme on ne dit pas Brera, de la même manière qu'au moment où la récolte a poussé et que le rio du Massa a commencé, tout était mélangé, jusqu'à la fin, tout est mélangé. Mais en tout cas, ce qui ressort de cette discussion, c'est que est-ce que chaque grain est problématique ou est-ce que c'est la moitié de la récolte qu'il est, mais quoi qu'il arrive, on voit bien qu'il y a une partie de la récolte qui est problématique et l'autre qui ne l'est pas. C'est-à-dire que la discussion n'est que est-ce que c'est mélangé ou est-ce que c'est séparé. Est-ce que la séparation qui vient plus tard nous permet de séparer tout depuis le départ. Mais quoi qu'il arrive, si on parle de séparation, c'est qu'on est bien d'accord que si on était certain qu'une partie appartenait aux non-juifs, il n'y aurait pas de riz ou de maaser et ce serait cachère. Et l'autre, il faudrait le maaser, serait tevel. Donc là, ici, tout le monde a l'air d'être d'accord que ce qui appartient aux non-juifs, c'est choulin, et ce qui appartient aux juifs, c'est tevel. Après, la discussion, c'est est-ce que la séparation future permettra de dire que rétroactivement, ça a été séparé. Mais du coup, on a l'air d'être d'accord avec ça. Et là, des couleurs alma, et shkinyalov kochavim, ber Israël, lafkia, mian maaser, tu vois bien que la discussion n'a pas l'air du tout de mettre en doute le fait que si ça appartenait totalement à un non-juif, il n'y aurait plus le maaser. La Gemara donne la même réponse que précédemment. Achanami Besouria. Ici, on ne parle pas d'Eretz Israël. On parle de Souria, qui est cette région, encore une fois, qui a été conquise par David Ameler, qui n'a pas réellement le statut d'Eretz Israël au niveau de la Torah, qu'au niveau des Rabbanan. Et donc, on ne prélève le maaser là-bas que midei Rabbanan. Et dans le cas où ça se fait après l'achat d'un non-juif, on n'a pas été gozer de faire ces prélèvements. Hanami Besouria avec Asava Kivushachil Loshme Kivush, et on pense que le fait que ce soit une conquête personnelle ne donne pas le statut de Kedusha d'Eretz Israël à cette conquête. Toujours une preuve Rabbi Elazar qui veut dire qu'il n'y a plus d'obligation de prélèvement dans un terrain qui a été acheté en Eretz Israël par un non-juif. Et on va rapporter notre Mishnah. Et c'est pour ça qu'on a cette question depuis le départ. Amar Rabbi Chia bar Avin. Tashma, apprendre notre Mishnah. Ha-mocher sadou lavet kochavim. Celui qui vend son terrain à un non-juif en Eretz Israël. Lokeach ou mevi bikurim. Il doit acheter des fruits, des prémices aux non-juifs pour faire la misa de bikurim. Et c'est marqué là-bas dans la Mishnah, mi pene tikkun haolam. Pourquoi il doit le faire? Les chachamim l'ont demandé pour l'utilité publique. Tikkun haolam, c'est la fameuse expression qu'on retrouve depuis plusieurs semaines sur toutes les takanot chachamim, parce que les chachamim ont demandé de faire quelque chose qui n'existe pas au niveau de la Torah et que c'est pour le bien-être général. On appelle ça tikkun haolam. On voit bien ici que l'obligation de n'apporter bikurim sur un terrain que j'ai vendu à un non-juif n'existe que par les sages. Ça veut dire que la Torah elle-même ne me demanderait pas de le faire. Pipine tikkun haolam in midoraitalo. Donc c'est une preuve. Le fait que l'obligation d'apporter des prémices d'un terrain que j'ai vendu à un non-juif n'est qu'une institution des sages est une preuve que la Torah elle-même m'a dispensé d'apporter des prélèvements d'un terrain que j'ai vendu à un non-juif. Et donc ce serait la preuve que techniquement, à part dans ce cas-là pour les bikurim ou les chachamim ont institué, pour tout le reste, on aurait la preuve pour l'instant selon comme ce qu'a dit Rabbi Elazar, c'est-à-dire que lorsqu'on vend un terrain à un non-juif, même la kedusha, même la sainteté et le maaser sont enlevés. Amar Ravashi dit non, je t'ai takanot à vous. Je vais t'expliquer, c'est un peu plus complexe que cela. Tu peux très bien imaginer que les chiyuvim, les obligations de maaser et de bikurim restent minatora, mais il n'empêche que c'est chachamim qui l'ont fait. Comment ça marche? Je vais t'expliquer, il y a eu deux takanot. Mais karav ou maitem ben yoraita, au départ, on pense comme Rabat, c'est-à-dire que quand on vend un terrain à un non-juif, ça ne change rien. La kedusha, c'est marqué Kili haaretz, la terre, la kedusha de la terre appartient à Hachem, je ne peux pas la vendre. Donc il y a toujours les mêmes obligations de maaser, de bikurim. Le midoraita, on faisait ça. Donc lorsque quelqu'un vendait un terrain à un non-juif, il apportait des bikurim. Mais le problème c'est quoi? Kevan de chazou de kamikre muzabene. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les chachamim ont vu qu'à cause de cela, les gens vendaient très facilement leur terrain. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, puisque quand on vend des terrains, on continue à apporter des bikurim, c'est que la sainteté n'est pas partie. Si la sainteté ne part pas d'un terrain, pourquoi m'empêcher de vendre un terrain à un non-juif qui me propose un bon prix? Et donc, ils vendaient leur terrain à des non-juifs. Et les chachamim étaient gênés.
Et c'est vrai, Begdushata Yukaiman, il pensait que la Kedusha de la terre était intacte, puisqu'il y a les obligations. Takino Lehu Delolaitu. Donc à ce moment-là, Chachamim ont fait une première takana. Ça ressemble un peu à l'histoire du Prosboul. Ils ont fait une première takana de ne pas justement apporter des bikurim. Donc ils ont demandé de ne pas faire la mitzvah des bikurim. Le seul problème, c'est que du coup, c'était un autre problème. Kevan de Chazou Deman, de Losagele le Mizvan, et Kamishak'an. Ils ont vu le problème, c'est quoi? C'est que tout le monde ne pouvait pas s'empêcher de vendre. Celui qui était dans une situation financière compliquée et à qui seul un juif proposait d'acheter la maison, il la vendait tout de même. Mais le problème du coup, c'est qu'une fois qu'on avait enlevé la mitzvah de bikurim, qui existait Minatora mais qu'on a enlevé, les gens se disaient qu'une fois que c'était vendu, c'était foutu. Puisque la preuve, c'est que j'apporte plus de bikurim, ce qui veut dire que l'Akdusha elle est partie. Et donc, à quoi sert-il de racheter un terrain une fois qu'il n'a plus de Kedusha? Et donc ici, on voit qu'on a eu un problème. Et du coup, Kamishakar Biadov de Kochavim, Adat Takinu Lehu de Laitu. Et ils ont refait une takana de rapporter les bikurim. Et c'est ça ce que dit la Mishnah, qu'ils ont demandé d'apporter les bikurim, mipne tikuna olam. C'est-à-dire qu'ils ont réparé la takana qu'ils avaient fait. Ils avaient fait une takana de ne pas apporter les bikurim. Ils ont refait une takana d'apporter. À cause justement du fait que d'un côté, lorsque on demande d'apporter les bikurim, ça donne l'impression que la terre elle est sainte. Quand on interdit d'apporter les bikurim, ça donne l'impression qu'elle n'est plus sainte. Et le seul problème, c'est que les deux ont un inconvénient. Si on montre que la terre est sainte, les gens ont tendance à la vendre sans problème, parce qu'ils se disent qu'elle continue d'être sainte. Et si on dit que la terre a perdu sa sainteté au niveau, quand on la vend à un non-juif, ça va les empêcher de la vendre, mais une fois que c'est vendu par contre, ça ne va pas les motiver à la racheter, et du coup on voulait éviter ces deux problèmes-là, et finalement on a fait cette takana. Donc encore une fois, on n'a toujours pas la preuve claire, comme Rabba ou comme Rabbi Lazar. Est-ce que lorsque un non-juif achète un terrain en Eretz Israël, est-ce que le maaser continue de rester comme Rabba, parce que c'est marqué qu'il y a Ares, la Kedusha de la terre appartient à Dieu, et nous-mêmes on ne peut pas la vendre, ou est-ce que le maaser est une halakha, et les mitzvot qui sont liées à la terre dépendent finalement de celui à qui appartient la récolte, Massar Deganecha, de ta récolte, et ici, ça n'est pas celle du non-juif. Maintenant, on a une nouvelle Sheela qui ressemble à cela, mais ici qui est entre deux juifs, un homme qui vend non pas son terrain, mais qui vend les récoltes de son terrain. Donc il garde lui-même le keren, il garde le capital exactement, et il vend les fruits, les récoltes. Itmar, Hamocher Sadeu le perot, celui qui ne vend que les récoltes de son terrain, son ami. Rabbi Yochanan Amar, mais vive Koré. Selon Rabbi Yochanan, il amène les bikurim, parce que les bikurim, c'est celui qui a la récolte, qui apporte les prémices de ses fruits. Donc comme c'est ses fruits, il apporte les bikurim. Ashlakish Amar, Ashlakish nous dit, Mevi, il apporte les bikurim, Ve eno Koré, et il ne lit pas la parachat de bikurim. Pourquoi? Parce qu'on verra que dans le texte qu'il dit, on a éventuellement une contradiction. Je vais vous lire le texte. Ve'ata ine hevetiet reshit peri adama. Hashem atatali Hashem. Voici que j'amène les prémices des fruits de ma terre que Hashem m'a donné. Et après c'est marqué ve'la karta mereshit peri adama. Tu prendras les prémices des fruits. Hashem tavi me'artsecha que tu amèneras de ta terre. Hashem shalokecha noten lecha ve'samta batene. Tu les mettras dans un panier. Ve'larta la makom et tu iras vers l'endroit. Hashem que Hashem a choisi les chacun chez Mosham de faire résider son nom, et à ce moment-là, on va voir tous les psukim que l'on dit. En tout cas, Rabbi Yochanan se justifie. Pourquoi, selon Rabbi Yochanan, il peut à la fois apporter les prémices et à la fois lier les psukim, même si le capital du terrain ne lui appartient pas? Rabbi Yochanan Amar mais vive et coré, pourquoi? Kinyan perot, ki kinyan agouvdame. Car le fait, dans un terrain, de posséder les récoltes, c'est finalement posséder le champ, puisque finalement, un champ n'a quasiment pas d'autre utilité que cela. Shakish Amar et Shakish pense, mais vive et no coré. Shakish continue de penser qu'il apporte les fruits, mais il ne lit pas le texte. Pourquoi? Kinyan perot, là, kinyan agouvdame, car il pense que le fait de ne posséder que les récoltes n'est pas considéré comme étant une propriété totale. En fait, on verra ici que la discussion est un peu déplacée et tivée, parce que Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish en lui disant, regarde, c'est marqué dans le pasouk, mais c'est un marta bechol atov, tu te réjouiras de tout le bien, Hashem elokecha, qu'Hashem te donne à toi, ou le vetecha, et à ta maison. Et c'est qui ta maison, en général dans la Torah? Baït, c'est la femme. Donc ça veut dire quoi? Mais la med shadam mevi bikurim, de là tu apprends qu'on amène les bikurim, les prémices des fruits, des récoltes, des champs qui appartiennent à sa femme. Vekoré, et à ce moment-là, il lit les versets. Et donc du coup, puisqu'un homme
a finalement l'obligation d'apporter les bikurim et de lire le texte pour des fruits qui viennent de la récolte de sa femme. Or, lorsqu'un homme épouse une femme, il ne devient pas propriétaire du capital des terrains de sa femme, mais il est propriétaire que de l'utilisation, que de l'usufruit justement de ces terrains. Comme on voit que le mari n'est propriétaire que des récoltes de sa femme, et pourtant il apporte et il lit, de là tu vois qu'on a la preuve dans la Torah que lorsque quelqu'un ne possède que les récoltes, que l'usufruit d'un terrain, il continue d'apporter à la fois les fruits et à la fois il prononce. Amalé, réponse de Resh Lakish, Shane Atam, dirtivul vetecha. Il dit non, c'est pas vrai, ta logique n'est pas prouvée, là-bas c'est une exception. Et c'est la Torah qui le dit. La Torah a dit justement que c'est une exception. Et intéressant ici que, du coup, et c'est comme ça que la Gemara va dire dans la suite, il se peut même que le fait que la Torah l'ait écrit soit une preuve que c'est pas comme ça. Et c'est toujours une discussion souvent dans la Gemara. Est-ce que, lorsque la Torah nous donne une halakha, est-ce que c'est une preuve que cette halakha-là, que le fonctionnement de cette halakha-là se transpose ailleurs, puisque la Torah a dit que ça fonctionne comme ça, cette halakha-là, c'est la preuve, ou est-ce qu'au contraire, c'est la preuve que cette logique n'existe pas en général, à tel point que la Torah a besoin de faire une exception. Et donc il y en a qui disent que la discussion s'est passée autrement. Que justement, au lieu que ce soit Rabbi Yochanan qui utilise le pasouk pour prouver sa logique, et Rabbi Shakish qui dit non, mais attends, ce pasouk-là, bon, mais c'est peut-être une exception. Il y en a qui disent que c'est l'inverse. On va voir tout de suite que c'est Resh Lakish qui est venu avec ce verset. Maintenant, tu vois bien que si la Torah dit ça, c'est qu'exceptionnellement, on applique une logique qui n'existe pas. Donc tu vois bien que c'est contre toi. Il y en a qui disent que Etiver Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Yochanan, c'est Resh Lakish qui objecte à Rabbi Yochanan. Ou le vetecha, le fait que la Torah dit que tu apportes même les prémices des récoltes de ta femme, mais la mèche Adam Mevi Bikure Isho Vekore, qui lit les versets. Atam Hu Dirti ou le vetecha, tu vois bien que c'est parce que c'est marqué, toi et ta femme. Aval Be'amalo, mais sinon, parce que si selon toi Rabbi Yochanan, puisque quelqu'un qui possède les récoltes possède le terrain, la Torah n'avait pas besoin de le dire, puisque ta logique finalement s'applique. À partir du moment où j'achète les récoltes d'un terrain, ou que j'épouse une femme, et du coup que je deviens propriétaire pendant le temps du mariage de ces récoltes-là, naturellement, je sais que selon Torah Rabbi Yochanan, étant propriétaire des récoltes, je suis propriétaire, enfin considéré comme étant propriétaire du terrain de manière générale, et donc j'apporte les prémices et je lis les versets. Pourquoi la Torah, selon toi, a-t-elle eu besoin de le dire? Et à ce moment-là, ce serait la réponse de Rabbi Yochanan à Marley, Ta'amadidi nami me achakamina. Oui, mais là-bas, c'est ma source. C'est pas que je pense que cette logique-là existe et que la Torah, malgré tout, l'a écrit. C'est que là-bas, c'est la source. Encore une fois, la question, c'est est-ce que ce verset-là est la source de la logique, comme ce que pense Rabbi Yochanan, ou est-ce que, selon Resh Lakish, c'est la preuve que c'est une exception à une logique qui est forcément inverse. Et tu vas maintenant, on objecte à Rabbi Yochanan, qui pense encore une fois que lorsque l'on possède les récoltes, c'est comme si on était propriétaire à 100%, et donc on apporte les bikurim et on lit. Et Tivé, celui qui est en chemin vers Jérusalem avec les bikurim, ou bikuri ishto biado, avec les prémices des fruits et des récoltes de sa femme. Le shamash emeta ishto, et il entend en chemin que sa femme est décédée, mais vive koré, il apporte les bikurim et il lit les versets. Mais alors, et du coup, nous on fait un diouk. Pourquoi on nous dit que sa femme est morte? Ça a l'air de dire que finalement, c'est parce que sa femme est morte qu'il fait à la fois l'apport des fruits et à la fois la lecture. Meta'in, lo metalo. Donc, ça a l'air d'être contre Rabbi Yochanan. Sinon, on aurait dû dire, Stam, un type qui vient avec les bikurim de sa femme, il peut à la fois apporter les bikurim, à la fois lire le fait qu'on nous ait dit que comme il est venu avec les bikurim de sa femme et qu'il a appris qu'elle est morte, à ce moment-là, il apporte et lit. Pourquoi? Parce que finalement, lorsque sa femme est morte, elle lui a fait hériter aussi le terrain et il devient propriétaire à ce moment-là à 100%. Et donc, du coup, c'est une preuve comme Rabbi Yochanan que si la Mishnah, si la Braïta nous précise qu'elle est morte et que c'est pour ça qu'il lit tout, ça sous-entend que si il ne possédait que les fruits, il n'aurait pas lu les psukim. Et c'est maintenant qu'elle est morte et qu'il a hérité d'elle qu'il est propriétaire à 100% et qu'il lit les psukim. Donc, c'est une preuve comme Resh Lakish. Donc, moi, dit non, pas une preuve. On va dire des afalgav de l'ometa, pas du tout. En vérité, si elle n'était pas morte, il aurait lu quoi qu'il aille, comme moi je pense Rabbi Yochanan. Quoi qu'il aille, le fait de posséder les fruits, ça suffit. Ou Meta, il serait khalé. Pourquoi on a parlé du cas où elle est morte? C'est pour t'apprendre autre chose. C'est le cas d'Ata Ramina Lixor. Tu aurais pu penser qu'on interdit. Mishum de Rabbi aussi Bar Hanina. Parce que ça ressemble à un autre cas. C'est-à-dire que le fait qu'elle meure ou qu'elle ne meure pas, dans l'absolu, ça ne devrait pas changer. Mais quand elle meurt, comme il hérite du terrain et qu'il y a un changement de propriété, ça ressemble à un cas où on n'a pas le droit de lire et on aurait pu penser que du coup, on fait une xéra.
D'Amar Rabbi Yossi Bachanina, Betsaran Shigran Beyashliach, celui qui a préparé la récolte et qui l'a laissé dans les mains d'un shaliach, d'un envoyé. Oumet, shaliach baderer. Et le shaliach, celui qui est parti pour emmener les bikurim, est mort en chemin. Mevi, ve'eno kore. Lorsque on amène les bikurim, on les apporte au Beth Amikdash, mais on ne lit pas. Chinois, quand c'est marqué, vela karta, veheveta. Tu prendras les fruits, veheveta, et tu les apporteras au Beth Amikdash. Vela karta mereshit periadama, achet avi martsecha. Et après, c'est marqué vela karta veheveta. Donc, du coup, on doit faire, c'est quoi ce que nous dit ici la Gemara? Acheter elekicha vava'a be'echad. Le fait qu'on ait juxtaposé les deux verbes, plus ou moins, ça nous apprend que finalement, celui qui prend et celui qui amène doit être le même. Quand il y a un changement de propriété entre les deux, ça pose un problème. Kamash malin. Et du coup, puisque celui qui prend les fruits, le shaliach l'envoyé, n'est pas le même que celui qui amènera au Beth Amikdash, il ne doit pas, à ce moment-là, lire les psukim. J'aurais pu penser que dans le cas où le mari emmène les fruits, et qu'à un moment donné, donc il emmène les fruits, il n'est propriétaire que des fruits, pas du terrain. Entre-temps, sa femme meurt, donc il devient propriétaire du terrain. Tu aurais pu penser que ça ressemble à l'autre cas, et du coup, pour éviter les confusions, on aurait interdit qu'un mashmalad que non. Donc finalement, on n'a pas de preuve, ni comme Rabbi Yochanan, ni comme Resh Lakish. Donc on a beaucoup ici, on a étudié beaucoup de Braïton, mais finalement, la Gemara est assez simple. On avait une grande question, enfin, en tout cas après avoir rapporté déjà les histoires de Resh Lakish qui avant, selon Tosfot, avant d'avoir fait tchouva, selon d'autres personnes, c'est un machin, en tout cas, il s'est vendu volontairement chez les Loudaïm, mais avant d'être exécuté, il leur a demandé une dernière faveur, et il les a tous tués, un à un, avec cette pierre qu'il avait cachée dans un petit sac, dans une petite sacoche, il les a tous attachés et tous tués à sa demande. On a vu aussi que lorsque quelqu'un était en danger de mort, on le rachetait quoi qu'il arrive, même si c'était vendu plusieurs fois. Ici, on ne discute pas. On a vu qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Elazar et Rabba, qui n'était pas important dans notre DAF. Est-ce que lorsque un non-juif achète un terrain en Eretz Israël, est-ce qu'il a la possibilité de creuser, de faire des travaux sur le terrain ou pas? Selon Rabbi Elazar, il n'a pas le droit. Selon Rabba, il a le droit. Ça, c'était pas tellement le sujet. Mais au passage, on avait une autre marloquette qui était intéressante et importante pour notre DAF. C'est est-ce que cet achat-là de la terre on lui donne un droit au moins de faire perdre la Kedusha et les obligations du Maaser. Et on a vu que c'était des marloquettes qui étaient liées. C'est-à-dire que puisque le non-juif achète quelque chose, s'il achète l'un, il n'achète pas l'autre. S'il n'achète pas l'un, forcément qu'il achète l'autre. Donc celui qui pense qu'en achetant, il a enlevé le Maaser, il a au moins acheté le droit. Il n'a pas le droit de toucher quelque chose. Si on pense que son achat n'a même pas d'incidence sur les obligations de prélever, c'est forcément qu'il a des droits ailleurs. On a vu que c'était lié à des psukim, qui li haaretz nous dit Rabba, que la terre et la kedusha appartiennent à Hachem, donc on ne peut pas la vendre. Comme on ne peut pas vendre la kedusha de la terre, à ce moment-là, le fait de vendre un non-juif n'enlève en rien les obligations de prélèvement. Mais par contre, qu'est-ce que lui a acheté et changé? Il a changé la capacité justement à pouvoir faire des travaux, creuser, faire des puits, ainsi de suite. Et selon Rabbi Elazar, encore une fois, c'est exactement l'inverse, puisque finalement le maaser c'est maaser des ganecha, c'est de ta récolte. Donc si la récolte n'appartient pas à un juif, il n'y a pas d'obligation. Et après avoir apporté plusieurs braïtot, mishnayot pour essayer de prouver comme l'un ou comme l'autre, la Gemara n'a pas prouvé. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que notre mishnah, en fonction de cela, peut être lu de deux manières. Deux manières, c'est ça où c'est important. Selon celui qui pense qu'il n'y a plus de maaser, c'est Rabbi Elazar. Selon Rabbi Elazar, la mishnah est simple. Comme on a vendu à un non-juif, il n'y a plus de maaser, il n'y a plus de bikurim, mais simplement pour éviter que les gens le fassent, on a fait en sorte vendre à un non-juif, on a fait en sorte que même lorsqu'il a vendu, mitpene tikkun ha'olam, des rabanan, on lui demande d'aller racheter les prémices et les apporter au Beth Amikdash. Donc en gros, on le punit pour éviter qu'il le fasse. Ça c'est la lecture de Rabbi Elazar qui est assez facile. Selon Rabba, on a dit que c'est un peu plus complexe. On est obligé d'imaginer que les chachamim demandent d'apporter des bikurim qui au niveau de la Torah sont déjà obligatoires. Comment c'est possible? On a dit que techniquement, Minatora, il fallait apporter des bikurim. Simplement, le fait que les obligations liées à la terre et liées à la sainteté de la terre continuent d'exister après la vente à un non-juif faisait finalement que les gens ne se retenaient pas de vendre à un non-juif puisqu'ils pensaient que la Kedusha restait à 100% et donc il n'y avait pas d'interdit. Donc ils les vendaient trop. Du coup, les Khamim ont dit non, on n'apporte plus de bikurim quand on a vendu à un non-juif. Comme on n'apportait plus de bikurim, ceux qui avaient vendu ou ceux qui vendaient quoi qu'il arrive se disaient du coup qu'il n'y avait pas
de nécessité de les racheter. Du coup, les Chachamim ont réinstitué la mitzvah des Bikurim. C'est pour ça qu'on parle d'institution des Chachamim pour quelque chose qui, selon Rabbah, existe toujours. Min à Torah. On était resté après sur une marloquette. Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que lorsque quelqu'un n'est propriétaire que de la récolte d'un champ et non pas du capital du terrain, est-ce que lorsqu'il apporte les Bikurim, quand il arrive, il les apporte, est-ce qu'il doit lire les versets ou pas? Et finalement, cette marloquette était liée justement au statut des récoltes de la femme. Lorsqu'un homme épouse une femme, il est propriétaire des récoltes des champs de la femme et non pas du capital. Et la Torah dit qu'il apporte les bikurim, la marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Selon Rabbi Yochanan, il utilise justement cette halakha-là pour prouver que partout ailleurs, lorsque je suis propriétaire que des fruits, eh bien, je suis propriétaire quasiment totalement et donc j'apporte les bikurim et je lis les versets. Sur Rabbi Yochanan, c'est l'exception qui confirme la règle. Le fait que la Torah l'a dit, c'est que c'est une exception. Si c'est une exception, c'est que la règle est autrement et qu'au contraire, de manière générale, il faut être propriétaire à 100%. Simplement, la Torah l'a dit, là c'est spécial. Ou betecha, ta femme c'est ta maison. Et donc c'est pour ça que tu apportes les bikurim et que tu lis les psukim.